Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue ici à Bruxelles, ou en direct de la capitale belge, avec Baudouin Ambawichi du site internet congoindépendant.com. Nous allons interroger en exclusivité Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Bonsoir. Bonsoir, Christian Lusakweno. Bonsoir, Monsieur Baudouin Ambawichi. Merci d'avoir accepté de nous accorder de votre précieux temps, votre séjour annoncé comme médical. Alors, on entre dans le vif du sujet. Vous êtes parti de Kinshasa un peu à la surprise générale. Votre service de communication a annoncé quelques problèmes médicaux. Comment allez-vous? Très bien, je crois que ça se voit. Je vais très bien. En fait, j'ai tout simplement fait accepter une prise en charge de mon premier médecin de 2022 que j'avais invité à Kinshasa parce que je ne voulais pas bouger de Kinshasa, même s'il devait y avoir une intervention chirurgicale. Et donc, en le faisant venir, il a apprécié évidemment le matériel que nous avons à l'hôpital du Camp Tchatchi, mais il a préféré, pour être sûr et couvert par ses assurances, que je vienne ici moi-même et qu'il examine cela. Ce que j'ai fait. Donc, dans le timing qu'il fallait, j'ai attendu de présider le dernier conseil des ministres du vendredi d'avant celui du 2 août dernier. Et puis, après, j'ai pris l'avion. Les examens se sont très bien passés et je devais observer un petit moment de convalescence pour pouvoir retourner. Et là, je suis en forme et prêt à revenir aux affaires. Monsieur le Président, quand comptez-vous rentrer au pays exactement? Bon, le plus tôt possible. Vous le saurez très très bientôt. Vous êtes totalement rétabli donc? Totalement, mais je vous le dis, je suis d'attaque à nouveau. Donc vous le saurez très très bientôt. Je suis prêt à rentrer le plus tôt possible. Alors vous allez rentrer dans un pays où le dollar est en hausse. Permettez-nous de parler un peu de la situation actuelle de notre pays. Dollar en hausse, pouvoir d'achat en baisse. Que fait le président de la République, candidat élu il y a 8 mois aujourd'hui, réélu président de la République? Qu'en dit-il? Il se solidarise évidemment avec la population. Je sais que ça fait partie d'un de mes engagements, celui de réduire le pouvoir d'achat. Et la Première ministre, Madame Judith Souminois, est très très bien outillée et instruite pour faire face à ce genre de choses. Hier, il y a eu la commission ECOFIR qui s'est réunie sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'économie, M. Moukoko Samba, et qui a pris un train de mesures qui, je suis certain, vont baisser la tension sur les marchés. Et à propos du dollar, bon, c'est le combat habituel. Vous savez, nous avons une économie fortement dollarisée qui dépend beaucoup de toutes les fluctuations de cette dernière monnaie. Et nous essayons de prendre des mesures assez urgentes, mais qui seront difficiles évidemment à mettre en œuvre parce qu'il faut inverser la tendance actuelle à faire dépendre notre économie de l'importation en produisant localement. C'est pour ça que nous avons un fameux programme très ambitieux d'ailleurs agricole pour essayer de nous mettre à l'abri de ce genre de choses. Et il y a des inspecteurs aujourd'hui, des inspecteurs économiques qui sont lancés sur les marchés pour surveiller aussi la façon dont les prix sont fixés. Parce qu'attention, ça peut aussi être une cause ou une raison de sabotage. Vous savez que nous sommes un pays en guerre. Nos ennemis essayent de nous déstabiliser de toutes les manières qu'ils soient. Ils le font par la guerre et peuvent le faire autrement aussi par la hausse des prix. Ennemis internes et externes, j'entends, parce que beaucoup de ceux qui nous combattent à l'intérieur sont passés par les affaires dans ce pays, détiennent beaucoup de mécanismes pour jouer aussi sur les prix. Donc c'est un combat en permanence. Moi, ce que je veux dire à nos compatriotes, c'est que ça fait partie de mes 6 engagements. Qu'ils ne me jugent pas maintenant. Nous venons
à peine de nous installer. Vous avez vu tout ce remue-ménage qu'il y a eu depuis les élections. Le gouvernement souminois ne vient vraiment que de prendre les choses en main, qu'il continue à nous faire confiance. Ils m'ont fait confiance le 20 décembre 2023. Eh bien, qu'ils continuent à me faire confiance. Je respecterai mes 6 engagements jusqu'au dernier. Monsieur le Président, j'ai une question un peu dérangeante. Écoutez, si vous la trouvez dérangeante, peut-être pas pour moi, hein, allez-y. Vous avez été élu brillamment avec 73%. Bien sûr. Et à l'époque, il n'y a pas eu de sondage d'opinion, mais votre cote était très haut. Mais depuis lors, il y a comme, le mot peut-être est fort, un désamour à votre égard. Désamour, je ne dirais pas. Je n'ai pas fini ma question. Ah, pardon. Lorsqu'on parle avec des gens, Oui. ils vous disent « je suis tshisekédiste, mais Étienne », mais pas tshisekédiste Félix. Il a oublié ce que papa avait dit, le peuple d'abord. Qu'en dites-vous? Bon, d'abord, je respecte leur choix. C'est la démocratie. Moi, je n'ai jamais exigé à quelqu'un de m'aimer. C'est d'une part. D'autre part, je dirais que la politique n'a jamais été statique. La conjoncture aussi, d'ailleurs, en conjoncture économique et autres, ça n'a jamais été statique. Tout bouge, tout est dynamique. Et donc, dans la vie d'un État, où la vie d'un État n'a jamais été un long fleuve tranquille, il y a des hauts et des bas. Surtout nous, qui sommes exposés aujourd'hui à d'autres difficultés nous imposées, comme la guerre à l'Est. Donc ça ne peut pas être facile. Mais le mieux à faire, pour moi, c'est déjà d'accepter d'affronter ces défis. Et de croire qu'on va les relever. Parce que j'y crois. Il y a de la stratégie derrière. Ne vous en faites pas. Ceux qui disent que j'ai oublié le peuple d'abord se trompent complètement. Parce que je dors et je me réveille en pensant au peuple congolais. J'en prends même sur ma santé tellement que c'est le premier de mes soucis. Donc j'espère qu'en 2028, lorsque nous ferons le bilan, ceux qui disent que je me suis éloigné de Tshisekedi Étienne auront le courage de revenir sur leurs propos. Parce que c'est ce qui se passera. Vous aviez 6 engagements. Vous avez aussi dit que vous allez monitorer le gouvernement. Bien sûr. Est-ce qu'on doit attendre 2028 pour faire le bilan? Non, non. À quand est-ce que le peuple pourra se dire, on commence à voir tout ce que le président dit et promet, à matérialiser le changement? Écoutez, notre chef d'équipe, c'est Madame Judith Souminois. Je ne veux pas lui mettre la pression. Elle est suffisamment outillée pour évaluer le travail de ses ministres et de m'en faire rapport. Et moi-même, d'ailleurs, comme vous le savez, je préside quasiment tous les vendredis, lorsque je suis au pays, les réunions du Conseil des ministres. Donc, je peux suivre. J'ai un cabinet qui est très actif, qui m'accompagne dans ce suivi. Donc, moi, j'estime la première évaluation au début de l'année prochaine. Donc, il faut peut-être s'attendre à du réaménagement gouvernemental au début de l'année prochaine. Mais bon, je le dis sous réserve de ce qu'on en pensera, la Première ministre et moi. Élection en janvier 2024, premier bilan en janvier 2025. Que dire de la léthargie institutionnelle? Tout prend, beaucoup le regrettent, beaucoup trop de temps. Oui, et vous avez, en parlant de ce temps qui coule, qui passe sans que changement n'arrive, vous avez vous-même, ici à Bruxelles, évoqué lors de votre précédent passage, des révisions constitutionnelles ou des modifications de la Constitution à faire. Cela a créé beaucoup de polémiques. Alors maintenant, on voudrait, si possible, que vous nous précisiez de quoi il s'agit. Est-ce que le président, comme le dit votre opposition,
veut s'éterniser au pouvoir. Certains dans votre parti disent que vous êtes président à vie, ou le président a des points précis dans la Constitution qu'il vaudrait modifier, si oui, lesquels? Écoutez, moi je suis toujours conduit par un seul leitmotiv, c'est le salut du peuple, c'est pour moi la loi suprême. Lorsque j'évoque des modifications que je juge utiles pour la bonne marche de la nation, du pays, je me préoccupe très peu de la polémique. Je n'y regarde même pas. Parce qu'évidemment, il y a toujours des petits malins qui vont essayer de détourner mes propos et essayer de les amener dans une polémique inutile. Je n'ai jamais dit que je veux changer la Constitution pour rajouter le nombre de mandats présidentiels ou d'années. Non. D'abord, ce sont des dispositions inamovibles. Pour les changer, il faut retourner auprès du peuple souverain primaire. Mais par contre, les autres dispositions, telles que celle-là, qui nous posent beaucoup de problèmes. Regardez, vous l'avez dit, j'ai prêté serment le 20 janvier devant la nation. Et immédiatement après, la publication des résultats des législatives a commencé et les périodes de contentieux. Ça nous a pris presque 2 mois. Publication, contentieux, etc., retour, annulation et tout le bazar. Puis ensuite, les députés provinciaux et les communes, cette fois-ci on a eu les conseillers communaux et tout ça, et tout avec son lot de contestations, voilà. Donc en peu de temps, ça nous a pris je ne sais combien de temps. Le gouvernement, pour le faire, on a mis 1 mois. Normalement, la première ministre et moi, le temps de la nommer et puis de discuter. Voilà, donc on a tourné autour des choses. L'installation du bureau du Parlement, par exemple, ce sont des choses qu'on doit réfléchir à comment les réduire. On ne peut pas laisser 1 mois, par exemple. J'ai vu chez les Français ce qui se passe. Dès qu'on a le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, ils ne prennent pas beaucoup de temps pour la validation de mandat. Mais chez nous, on prend 1 mois. Alors que les sujets à traiter pendant cette période ne sont pas nombreux. Il y a juste la validation de mandat que le bureau a et l'installation du bureau définitif. Mais pourquoi ça doit prendre 1 mois? Ça peut se faire en 2 jours. Ce sont des choses comme ça qu'il faut revoir, réduire, etc. Autre chose, par exemple, qui me motivait à vouloir ce changement de constitution, enfin des modifications dans la constitution, c'est la désignation des gouverneurs. Je trouve que la désignation des gouverneurs aujourd'hui fragilise nos provinces. Il faudrait, à mon avis, les gouverneurs étant des grands commis de l'État, qui soient désignés directement par le gouvernement en place et qu'ils rendent direct rapport au gouvernement. Les sanctions, on peut imaginer comment les prendre en cas de dérapage, mais lorsqu'on laisse à la vindicte des parlementaires provinciaux, des députés provinciaux, la gestion comme ça des gouverneurs, moi je crois qu'on a un problème encore de culture politique au Congo. Nous n'avons pas besoin d'aller aussi vite. Ça c'est pour les pays qui sont outillés dans la démocratie, dans la gestion de la chose publique. Nous avons encore besoin d'apprendre et on doit y aller étape par étape. La réforme sur cet éclatement de l'administration a été très très mal faite à mon avis et précipitamment et il faut revoir. Voilà pourquoi moi j'ai parlé à un certain moment de réunir une grande commission nationale de plusieurs experts, une commission multidisciplinaire qui ferait qu'on prendrait en compte tous les vrais problèmes de la nation, mais par des nationaux, pour avoir une constitution adaptée à nos vrais problèmes, pas celle qu'on a eue, qui nous a été parachutée venue des laboratoires étrangers. Voilà, on pourrait recourir à l'expérience étrangère, mais en fonction de nos expériences vécues au pays. Aujourd'hui, moi je suis désolé, mais notre pays s'éclate de plus en plus à cause de toutes ces élections provinciales et autres qui radicalisent le tribalisme, le clanisme. Aujourd'hui, vous allez, par exemple, je prends le cas de l'ex-Grand Katanga, mais vous trouverez quelqu'un, par exemple, qui a vécu à Lubumbashi,
mais parce qu'il est originaire du Lualaba, on lui conteste le fait de pouvoir aspirer à quoi que ce soit à Lubumbashi. Soit disant parce qu'il y a eu découpage et que maintenant sa place est au Lualaba. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le pays va volo là. Donc on doit faire attention. Je veux bien démembrer les choses, je veux bien rapprocher l'administration le plus près possible des administrés, mais attention, je tiens à l'unité de la nation. J'en suis garant. Monsieur le Président, nous abordons maintenant la situation à l'est du pays. Oui. Aujourd'hui, c'est quasi certain que le Rwanda a relancé le M23 après le réchauffement des relations entre la RDC et l'Ouganda. Très bien. C'est acquis maintenant. Il y a eu la réunion à Rwanda, pour ne pas rentrer dans tous les détails. Il y a eu début de dialogue. Mais il y a des voix qui commencent à dire qu'il faut un peu de bon sens pour qu'on commence à négocier. Avec qui? C'est la grande question. Et mon autre question, c'est que négocier avec qui? Mais quoi? Négocier quoi? Voilà. Très bien. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC, là où je ne sais pas, pour négocier. Jamais. Ce que j'ai dit, c'est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier, vous avez raison, parler avec le Rwanda, pour demander à M. Kagame, criminel de son État, qu'est-ce qu'il a à voir contre mon peuple? La République démocratique du Congo, à l'époque République du Zaïre, avait sauvé le Rwanda d'une plus grande catastrophe qui aurait été si nous n'avions pas ouvert nos frontières à tout ce flot de réfugiés. Malheureusement, il y a eu une certaine cécité internationale qui a permis que parmi les fugitifs, il y ait les criminels génocidaires et qu'ils soient rentrés sur notre sol avec leurs armes. On ne les a pas désarmés. Aujourd'hui, l'enfer est parti du Rwanda et est arrivé chez nous. Et on nous abandonne à notre propre sort. Évidemment, le régime criminel de Kigali en profite parce qu'il découvre que c'est une région très riche en minerais et en produits de tout genre, agricoles et autres. Et il veut en faire maintenant son espace. Et ça, nous ne disons jamais, il n'y a rien à négocier. C'est chez nous. Ce qu'ils n'ont à faire, c'est une seule chose, de plier bagage. Et si je veux parler avec le Rwanda, c'est pour ça, pour dire, bon, c'est quoi votre problème? Pour nous laisser tranquilles. Pas pour vous donner quelque chose, mais pour nous laisser tranquilles. Si vous pensez qu'il y a encore quelque chose chez nous, on va la régler et on vous règle ça et puis c'est terminé. Ils ont donc parlé des FDLR. Nous sommes aujourd'hui à Luanda pour parler de ces histoires-là. Cesser le feu et comment régler le problème de FDLR. C'est tout. Donc, ce n'est pas des négociations pour, après, arriver à des... comment ils appelaient ça? La mixage, instaurer brassage, mixage. Niet. Ça, il n'y aura plus. Ils peuvent arrêter de rêver. Et d'ailleurs, c'est parce qu'ils le savent que vous avez vu qu'ils ravivent encore ce M23, coquille vide, dans un territoire d'ailleurs qui est sous leur contrôle. Donc vous voyez que c'est de la propagande en fait. Ils veulent faire croire que, d'abord ils font cette comédie, ils font dire au M23 qu'ils ne se sentent pas concernés par Luanda, alors que tout le monde sait que c'est Kigali qui les pilote. Ensuite, ils les ravivent un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. OK. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR. Et nous disons, si à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro 1, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les assumer. C'est ça le problème. Et si ça continue, beaucoup pensent que cette guerre n'est pas qu'une guerre des richesses, mais
surtout une guerre de conquête du territoire. On a beaucoup Non, parlé pour de les richesses. balkanisation. C'est une guerre de richesse. Mais est-ce que C'est une guerre de conquête des territoires, justement, des territoires riches. Vous pensez que s'il n'y avait pas tous ces minerais rares et tant prisés dans le monde, dans ce sous-sol de chez nous, là-bas, dans le Massissi, Rutshuru et tout ça, ils seraient venus. Ils nous laisseraient tranquilles. C'est des sols riches et des sous-sols riches. C'est ça qui attire. Et maintenant, pour que ce soit définitivement mis en coupe réglée, sous coupe réglée, eh ben, ils veulent le couper de la RDC. la balkanisation est donc encore possible Dans leur tête, pas chez nous. Mais Jamais, elle n'est pas possible. Mais parler avec le Rwanda, c'est lui donner un minimum de bonne foi. Est-ce que vous pensez qu'il De peut bonne avoir foi, de j'y bonne crois foi? pas. Je n'y crois pas. J'ai testé leur bonne foi, je n'y crois plus du tout. Maintenant, c'est la pression. Je remercie les États-Unis d'Amérique parce que c'est eux qui nous apportent beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez vu, au départ, il y a eu une trêve. Maintenant, il y a un cessez-le-feu. Je vous dis, ce n'est pas le Congo qui l'a demandé. Malgré la chute de Kanyabayonga, de Rwindi avant, ce n'est pas la RDC qui l'a demandé. C'est le Rwanda. Mais il savait qu'il ne pouvait pas nous le demander direct et le faire accepter. Il est passé par les Américains que nous écoutons. Je remercie surtout le président João Lourenço pour son implication, surtout la dernière ici, parce que j'ai de Bruxelles participé en pilotant aussi notre délégation qui était là, qui s'est brillamment comportée.